Et si le conte de fées n'était qu'un piège doré? Sous les dorures du trône belge, une jeune princesse grandit dans l'ombre d'un empire, son destin semblait écrit, mais personne ne prévoyait le tumulte, la trahison et le chagrin qui allaient jalonner sa route. Voici l'histoire oubliée de la princesse Stéphanie. Née au cœur d'une monarchie en pleine ascension, Stéphanie Clotilde de Belgique vit le jour le 21 mai 1864 au palais de Laken, tout près de Bruxelles. Sa venue au monde fut accueillie dans un silence solennel, propre aux grandes lignées. Son père, Léopold, futur souverain, était l'héritier du roi Léopold Ier, fondateur de la monarchie belge indépendante. À peine âgée d'1 an et demi, la fillette vit son destin basculer, son grand-père mourut, et son père devint roi sous le nom de Léopold II. Le règne de ce dernier fut perçu comme prestigieux en apparence, palais somptueux, réformes ambitieuses, rayonnement diplomatique. Mais cette image brillante masquait une réalité bien plus sombre. Car derrière les vitres teintées des résidences royales, s'étendaient les horreurs commises au Congo. Léopold II transforma ce territoire en colonie personnelle, où des millions de Congolais furent contraints aux travaux forcés, victimes d'une exploitation impitoyable. Maladie, mutilation, famine, cette tragédie silencieuse assombrit les fondations même de la richesse familiale de Stéphanie. Sa mère, Marie-Henriette d'Autriche, issue des puissants Habsbourg, avait apporté au mariage l'aura d'une dynastie millénaire. Ensemble, le couple royal eut 4 enfants, Louise, Léopold, Stéphanie, puis Clémentine. Mais ce foyer n'était qu'une construction politique. Les parents de Stéphanie n'étaient pas unis par l'amour, mais par des intérêts divergents. Avec les années, leur distance s'accentua, la mère s'éloignant physiquement et émotionnellement, fuyant souvent Bruxelles. Dans ce contexte froid et tendu, Stéphanie connut une enfance dépourvue de chaleur familiale. À peine âgée de 4 ans, elle fut frappée par la perte brutale de son frère aîné, héritier du trône. Ce drame fractura davantage un couple déjà fragile, et laissa une cicatrice silencieuse dans le cœur de la jeune princesse. À mesure que les saisons passaient, la jeunesse de Stéphanie fut frappée par une série de malheurs que nul destin princier n'aurait dû endurer. En 1871, alors qu'elle n'avait même pas 7 ans, un fléau invisible s'abattit sur Bruxelles, une épidémie de typhus ravageait la ville. Malgré les murs épais du palais royal, la maladie franchit les frontières du luxe. La petite Stéphanie contracta le virus. Son état empira rapidement. Fièvre incessante, douleurs fulgurantes, longue période d'inconscience, durant des semaines, le personnel royal craignait pour sa vie. Les médecins, impuissants, se relayaient à son chevet, guettant chaque respiration comme si elle pouvait être la dernière. Pourtant, contre toute attente, Stéphanie survécut. Ce fut son premier combat contre la mort, une lutte silencieuse, mais déterminante. À peine remise, la princesse fut plongée dans une nouvelle forme d'épreuve, une éducation stricte, méthodique, parfois austère. Nulle place pour l'enfance ou les caprices dans la maison royale. Stéphanie et ses sœurs reçurent l'enseignement de précepteurs venus des grandes nations, langue, histoire, étiquette, musique, sciences naturelles, rien ne leur fut épargné. Stéphanie devint rapidement polyglotte, rigoureuse, disciplinée. Mais jamais choyée. Son quotidien était rythmé par les horaires sévères, les devoirs, et les apparitions publiques aux côtés de son père, symbole de l'autorité absolue. Tandis que sa sœur aînée Louise quittait la maison pour se marier, et que sa mère restait souvent absente en villégiature, Stéphanie devenait la figure féminine centrale à la cour belge. Une adolescente encore fragile, mais déjà utilisée comme un pion diplomatique dans le théâtre des alliances européennes. C'est dans ce climat que l'hiver 1878 s'abattit sur sa vie comme un coup près. Stéphanie, à peine âgée de 14 ans, fut alors confrontée à une rencontre qui allait redessiner son avenir à jamais, celle du prince héritier de l'Empire austro-hongrois, Rudolf de Habsbourg. Ce dernier, plus âgé qu'elle de 6 ans, était perçu comme le joyau de Vienne, mais derrière les dorures, se cachait une réalité plus sinistre encore. L'hiver de l'année 1878 marqua un tournant silencieux mais irréversible dans la vie de Stéphanie. Alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente de 14 ans, on l'habilla avec soin, on la coiffa avec rigueur, et on la présenta comme un joyau prêt à être échangé. L'événement n'avait rien d'innocent, cette rencontre, soigneusement préparée en coulisses, allait l'unir à l'héritier d'un des plus grands empires d'Europe. Rudolf de Habsbourg, unique fils de l'empereur François-Joseph, représentait à la fois le futur et le poids d'une dynastie vieille de plusieurs siècles. Âgé de 20 ans, ce jeune homme au regard vif, aux manières polies, cachait une âme tourmentée. Mais cela, personne ne le disait à voix haute. Dans les salons dorés de la diplomatie, seul comptait une chose, qu'il épouse une jeune fille de sang royal capable d'assurer la descendance impériale.
Les négociations se firent à huis clos. Les portraits furent échangés, les lettres examinées, les généalogies comparées. Stéphanie, elle, n'eut pas son mot à dire. Elle devint le pion d'un jeu d'échecs où se jouaient des alliances entre empires, et la stabilité d'une monarchie fatiguée. Les Autrichiens voyaient en elle une épouse parfaite, d'origine noble, éduquée, fertile, et surtout malléable. Le 10 mai 1881, à la veille de ses 17 ans, Stéphanie épousa Rudolf au cours d'une cérémonie somptueuse à Vienne. L'Empire tout entier célébrait l'union, les foules acclamaient le couple royal, les cloches résonnaient de Prague à Budapest. Mais derrière la façade de faste, la mariée sentait déjà les chaînes. Ce n'était pas une entrée dans le bonheur, c'était un enfermement dans un rôle imposé. Au départ, leur vie commune fut polie, presque cordiale. Rudolf se montrait aimable, et Stéphanie, docile. On y crut un temps. Pourtant, la cour viennoise, aussi brillante soit-elle, était un lieu d'intrigue, de surveillance et de solitude. Stéphanie y découvrit rapidement qu'en tant que princesse héritière, elle serait constamment observée, critiquée, et tenue à distance du cœur de son propre mari. Ce mariage n'était pas né d'un regard échangé, mais d'un document signé. Et les fissures, déjà visibles dans les fondations, annonçaient l'effondrement à venir. Au cœur de l'automne 1883, 2 ans après son mariage, Stéphanie mit au monde une petite fille, Élisabeth Marie. L'événement aurait dû être une source de joie, d'apaisement, de renouveau. Dans les salons viennois, on distribua des rubans, on fit sonner les cloches, les journaux annoncèrent la naissance de l'archiduchesse Rose. Mais dans les yeux de Rudolf, ce ne fut qu'une déception. Il n'y avait pas d'héritier mâle. Il n'y avait donc, à ses yeux, rien à fêter. Stéphanie, elle, espérait encore. Elle croyait que la naissance de leur enfant rapprocherait les cœurs, réparerait ce qui semblait brisé, éveillerait peut-être une once d'amour. Mais Rudolf, déjà fuyant, devint presque invisible. Il passait ses nuits dehors, rentrait à l'aube, imprégné d'alcool et de parfums étrangers. Stéphanie, enfermée dans un rôle de mère, se retrouvait seule dans les couloirs froids du palais. Les murmures se firent rumeurs, puis les rumeurs se confirmèrent, Rudolf avait une vie dissolue. Il enchaînait les liaisons avec des actrices, des danseuses, des femmes du monde et de l'ombre. Mais pire encore, il ramenait avec lui les stigmates de ses excès. Les médecins parlèrent d'une infection, puis d'une péritonite, mais la vérité se dessinait en filigrane, Rudolf avait contracté des maladies vénériennes. Et sans le savoir, il avait transmis à Stéphanie un poison invisible. Elle développa des complications sévères, qui, à terme, lui ôtèrent toute possibilité d'enfanter à nouveau. Le coup était terrible. À 22 ans à peine, Stéphanie était déjà veuve d'illusion, stérile, rejetée par un mari qui ne la touchait plus. Le lit conjugal devint un champ de silence. Chaque nuit, elle l'attendait en vain, le cœur rongé par l'humiliation. Elle, princesse d'Europe, n'était plus qu'une ombre dans un palais de marbre. Le désespoir, peu à peu, s'infiltra. Elle se mura dans une amertume sourde. Pourtant, aux yeux du monde, elle conservait son port altier, son maintien irréprochable. Mais derrière la dignité, une tempête grondait. Les années qui suivirent la naissance d'Élisabeth Marie furent celles de la désillusion la plus crue. Le vernis de la cour impériale s'écaillait à mesure que Rudolf s'enfonçait dans ses vices. Sa conduite devenait de plus en plus erratique. L'homme qui était jadis vu comme l'héritier éclairé de l'Empire n'était plus qu'un fantôme agité, écartelé entre ses responsabilités politiques et ses pulsions destructrices. Stéphanie, désormais stérile, se retrouva prisonnière d'un mariage sans amour, sans intimité, sans avenir. Elle n'était plus une épouse, mais un rappel vivant de l'échec d'une union diplomatique. À la cour, on chuchotait sur ses défaillances, comme si la faute de ne pas produire d'héritier pesait uniquement sur elle. Rudolf, lui, n'en avait cure. Il s'affichait avec ses conquêtes, multipliait les maîtresses, dilapidait son prestige. Parmi toutes ces femmes, l'une attira plus que les autres son attention. Elle s'appelait Marie Wetzera, baronne de 18 ans à peine. Jeune, naïve, et follement éprise, elle s'abandonna totalement au prince héritier, qui trouvait en elle un exutoire à sa propre douleur. Ensemble, ils commencèrent à se réfugier dans un domaine isolé, Mayerling, un pavillon de chasse transformé en sanctuaire privé. Ce lieu, perdu dans la forêt viennoise, devint leur monde parallèle. Loin des regards, Rudolf y sombrait davantage, alcool, idées noires, colère contre son père, désillusion politique. Stéphanie n'était plus que spectatrice d'une tragédie imminente. Chaque retour de son mari sentait l'ivresse, la fuite, l'absentement.
À la cour, on savait. Mais on taisait. L'Empire, fatigué, maintenait les apparences. Et Stéphanie, malgré la douleur, restait debout. Une figure immobile dans un monde qui s'effondrait autour d'elle. Le 30 janvier 1889, à l'aube glaciale d'un matin d'hiver, elle reçut la nouvelle qui allait marquer à jamais son existence. Rudolf et Marie Wetzera avaient été retrouvés morts à Mayerling. Un double décès, brutal, sanglant, incompréhensible. La version officielle parla d'un pacte d'amour. Mais derrière les rideaux, les rumeurs d'assassinat, de scandales et de secrets d'État enflèrent aussitôt. Mayerling ne fut pas seulement un drame intime. Ce fut un séisme impérial. Le prince héritier de l'Empire austro-hongrois, Rudolf de Habsbourg, s'était donné la mort, emportant avec lui sa jeune maîtresse, Marie Wetzera. Mais au-delà du scandale amoureux, c'était toute une dynastie qui vacillait sur ses fondations. Stéphanie, à seulement 24 ans, se retrouvait veuve. Mais pas une veuve célébrée. Une veuve embarrassante. Elle n'était ni pleurée par la cour, ni entourée. Au contraire, sa présence devint un rappel gênant du désastre. On l'écarta des cérémonies, des regards, des discours. Même dans la lettre d'adieu que Rudolf lui avait laissée, l'ambiguïté persistait. Il exprimait une certaine tendresse pour elle, mais c'était trop peu, trop tard. Elle, trahie, humiliée, abandonnée, se retrouvait seule avec sa fille et ses regrets. Stéphanie tenta alors de retourner en Belgique, espérant y retrouver un peu de paix, de familiarité. Mais là encore, la politique lui barra la route. L'Empire refusa catégoriquement de la laisser partir avec sa fille. Élisabeth Marie, bien qu'enfant de deux mondes, restait une archiduchesse, un maillon de la dynastie des Habsbourg. Elle appartenait à l'Autriche, et non à sa mère. Exilée de fait à Vienne, Stéphanie vivait désormais dans un silence pesant. Ses beaux-parents, l'empereur François-Joseph et l'impératrice Élisabeth, tournèrent le dos. Officiellement par décence. En réalité, pour effacer au plus vite les traces de Mayerling. Dans les palais, le nom de Rudolf ne se prononçait plus. Et avec lui, celui de Stéphanie sombra dans l'oubli organisé. C'est dans cette solitude glaciale qu'un homme vint lui tendre la main, le comte Arthur Potocki, un noble polonais d'une élégance rare, à la fois discret et attentionné. Ils partagèrent de longues heures de confidence, de promenades, d'évasion. Pour la première fois depuis des années, Stéphanie retrouva le goût d'être écoutée. Une flamme fragile s'allumait dans son cœur brisé. Mais le destin, encore une fois, se fit cruel. Potocki souffrait d'un mal incurable. Un cancer du larynx emporta sa voix, puis sa vie, en mars 1890. Stéphanie, déjà ravagée par la trahison et le rejet, fut à nouveau confrontée à la perte et au deuil, cette fois encore sans consolation. Après les deuils successifs qui avaient ravagé sa vie, la mort de Rudolf, la perte de Potocki, le rejet par la cour, Stéphanie ne chercha plus à reconstruire sa place dans le monde qu'elle avait connu. Elle choisit l'exil volontaire. Pas un exil politique, mais une fuite intérieure, un besoin vital de distance. Pendant plusieurs années, elle sillonna la Méditerranée, presque anonymement. Elle visita Malte, Tunis, Corfou, la Sicile. Elle se promenait sur les ports, écoutait le bruit des vagues, observait les marchés colorés, sentait l'odeur du sel et des herbes sèches. Chaque île, chaque rivage était un soupir de liberté. Elle n'était plus princesse, plus impératrice veuve. Elle était simplement Stéphanie, une femme brisée, mais vivante. Cependant, le monde royal n'en avait pas encore fini avec elle. Son père, le roi Léopold II, nourrissait de nouveaux projets pour sa fille. Toujours préoccupé par les alliances stratégiques, il envisageait de la marier à un autre héritier de trône, l'archiduc François-Ferdinand, nouveau prétendant au trône austro-hongrois. Pour lui, cela aurait été l'union idéale, presque une réparation du scandale de Mayerling. Mais cette fois, Stéphanie refusa. Elle n'était plus la jeune fille docile que l'on échangeait comme une pièce précieuse. Elle rejeta l'idée avec une dignité calme mais ferme. L'archiduc lui-même ne montra aucun enthousiasme, il avait ses propres ambitions et ses propres amours. Vers la fin des années 1890, lors d'un séjour en Hongrie, elle rencontra un homme bien différent des autres. Il s'appelait Aimé Mélonier, un aristocrate hongrois cultivé, profondément catholique, discret mais franc. Il ne cherchait ni trône ni alliance. Il l'aimait pour ce qu'elle était devenue, pas pour ce qu'elle représentait. Entre eux naquit une affection sincère, construite loin des regards, dans le silence de promenades partagées, de lettres échangées, de regards apaisés. Stéphanie, pourtant,
savait que ce choix allait lui coûter cher. Car Aimé n'était pas un prince. Pas un roi. Juste un homme libre, loyal, ce qui était, pour sa famille, une offense irréparable. L'année 1900 s'ouvrit sur une décision qui allait faire trembler les murs des palais d'Europe. Stéphanie de Belgique, veuve impériale, fille de roi, annonçait qu'elle allait se remarier. Et pas avec un prince, ni un archiduc, ni un diplomate influent. Mais avec Aimé Lonier, simple comte hongrois. Le scandale fut immédiat. Son père, le roi Léopold II, entra dans une fureur glaciale. Pour lui, ce n'était pas seulement une mésalliance, c'était une trahison. Une humiliation. Sa fille, cette pièce rare du jeu diplomatique européen, allait s'unir à un homme en dessous de son rang. Le roi ne chercha même pas à la convaincre, il trancha. Dans une lettre sèche et implacable, il déclara que s'il allait jusqu'au mariage, elle perdrait tous ses titres, sa reconnaissance, son statut. Stéphanie, pour la première fois, ne plia pas. Après des années passées à obéir, se taire, supporter, elle se leva contre la logique dynastique qui l'avait broyée. Elle choisit l'amour, la liberté et l'exil symbolique. Le 22 mars 1900, dans la sérénité du château de Miramar, près de Trieste, Stéphanie épousa Aimé. Il n'y eut ni fanfare, ni diplomate, ni journaux enthousiastes. Seulement quelques proches, un vent tiède d'Italie, et deux mains qui se cherchaient depuis longtemps. Ce mariage ne lui apporta aucun avantage politique, il lui coûta au contraire sa place dans l'histoire officielle. Elle perdit tous ses titres impériaux. Elle ne fut plus archiduchesse, ni princesse héritière, ni altesse impériale. Elle devint simplement la comtesse Lonier de Nagilonia et Vasaronameni. Et pourtant, dans cette perte, Stéphanie gagna quelque chose de plus précieux que tout ce qu'elle avait jamais possédé, la sensation d'être enfin maîtresse de son destin. Dès lors, elle vécut loin des fastes, dans une maison sobre mais remplie de paix. Son nom disparut peu à peu des chroniques mondaines. À Bruxelles, Léopold II se montra impitoyable. Non seulement il coupa les ponts avec sa fille, mais il l'exclut brutalement de son testament. Jusqu'à sa mort, il refusa de la revoir, comme si son amour pour Aimé avait effacé son existence. Mais Stéphanie, elle, n'avait plus besoin d'approbation. Elle avait choisi une autre forme de royauté, celle du cœur. Quand le roi Léopold II s'éteignit en 1909, à l'âge de 74 ans, c'est tout un règne qui s'acheva, un règne long, complexe, riche en controverses. À Bruxelles, le deuil fut orchestré avec une grandeur froide. Les cloches sonnèrent, les uniformes brillaient, les couronnes s'inclinaient. Mais derrière la pompe officielle, une absence résonnait plus fort que toutes les fanfares. Stéphanie, sa fille, n'était pas là. Elle n'avait pas été conviée. Jusqu'à la fin, Léopold était resté intransigeant. Il avait refusé de revoir sa fille. Il ne lui avait jamais pardonné son mariage indigne, ni sa volonté farouche d'émancipation. Lorsqu'il mourut, Stéphanie crut qu'au moins, une part de justice lui reviendrait. Après tout, elle était sa fille de sang. Une princesse. Elle attendait une reconnaissance posthume, une réconciliation symbolique par testament. Ce qu'elle découvrit fut un choc. Léopold avait légué la majorité de son immense fortune issue en grande partie de l'exploitation brutale du Congo non pas à ses enfants, mais à sa maîtresse. Caroline Lacroix. Une jeune femme de plus de 40 ans, sa cadette, qu'il avait secrètement épousée 5 jours avant de mourir. Le mariage fut confirmé, les actes notariés validés. Caroline devenait non seulement veuve royale, mais l'unique détentrice de millions de francs. Pour Stéphanie et ses sœurs, ce fut une gifle publique. Une insulte. Une humiliation. Elles décidèrent de ne pas se taire. Avec froide détermination, elles entamèrent une procédure judiciaire contre Caroline Lacroix. Pendant 5 ans, les tribunaux furent le théâtre d'une lutte entre le sang royal et l'amante couronnée. La presse s'en régala. On parlait de trahison, de cupidité, de manipulation. Stéphanie, toujours digne, n'en disait mot à la presse, mais elle batailla fermement avec ses avocats. Finalement, un accord fut trouvé. Les filles de Léopold reçurent une compensation de 5 millions de francs. Une somme importante, certes, mais dérisoire au regard de ce qu'elles avaient espéré, et de ce qu'elles avaient perdu. Ce procès ne rendit pas Stéphanie plus riche. Mais il lui rendit un fragment de dignité. Elle n'était plus seulement la princesse oubliée. Elle était la fille d'un roi et une femme debout face à l'injustice. L'été 1914 éclata comme un éclair sur l'Europe endormie. Le 28 juin, l'archiduc François Ferdinand,
l'homme même que le roi Léopold avait un jour envisagé comme époux pour sa fille Stéphanie, fut assassiné à Sarajevo par un jeune nationaliste serbe, Gavrilo Princip. Ce geste sanglant, venu d'une ruelle oubliée, allait mettre le feu aux poudres. En quelques semaines, les alliances se mirent en marche comme des engrenages fatals. L'Allemagne déclara la guerre. L'Autriche-Hongrie suivit. Et la Belgique, neutre mais exposée, fut envahie. Stéphanie vit son pays natal piétiné, occupé, broyé par la guerre. Et pourtant, elle vivait dans l'empire même qui participait à sa soumission. Car l'Autriche-Hongrie, où elle résidait avec Élémée, était l'allié de l'Allemagne. Ce paradoxe cruel la plaçait dans une position insoutenable, elle était belge, mais aussi impériale. Son cœur était divisé. Et son silence fut sa seule défense. Heureusement, depuis 1906, Stéphanie et Élémée s'étaient installés dans une vaste propriété en Slovaquie, le manoir de Rusovce. Loin de la cour, loin des capitales, ils y vécurent simplement. Tandis que l'Europe s'enflammait, Stéphanie se consacrait à des œuvres de charité, soins aux blessés, aide aux orphelins, soutien aux populations dévastées. Elle trouva dans ce service discret un sens profond, une mission apaisée. Lorsque l'empereur François-Joseph mourut en 1916, elle et Élémée retournèrent brièvement à Vienne. Une dernière révérence. Un adieu à un monde qui s'effaçait. Mais l'histoire ne ralentissait pas. En 1918, l'empire austro-hongrois s'effondra. La monarchie fut abolie, les cartes d'Europe redessinées. Contrairement à de nombreux Habsbourg exilés, Stéphanie et Élémée furent autorisés à rester à Rusovce. Leur vie devint plus simple, plus humaine, presque oubliée. Ils vécurent encore de longues années, voyageant parfois, recevant peu. Mais leur union fut heureuse, apaisée, digne. Stéphanie de Belgique, enfant des palais, veuve de tragédie, princesse humiliée, comtesse libre mourut en 1945. Elle avait traversé 2 guerres mondiales, la chute des empires, les trahisons les plus cruelles et les silences les plus longs. Elle fut la dernière héritière d'un monde disparu. Et dans le calme de son domaine, elle mourut comme elle avait vécu ces dernières années, en paix, et dans l'oubli.